Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon. Les ex-ministres des Transports du gouvernement de la CAQ, ministre responsable du numérique, l'actuel ministre des Transports, se font brasser ces jours-ci à l'Assemblée nationale dans le dossier SACLIC. Ah non, c'est épouvantable, effectivement. Eux, ils se promènent pas avec une cassette. Nous avions Nous avions raison sur tout. Oh non, je pense pas. Et là, le Parti québécois et Québec solidaire réclament maintenant une commission d'enquête sur tout le scandale SACLIC. Pour QS et pour le PQ, il y a seulement une commission publique indépendante qui permettrait de faire la lumière sur cette crise-là. Essentiellement, Paul Saint-Pierre Plamondon estime que le gaspillage auquel on assiste avec SACLIC est le pire scandale jamais vu. C'est même pire que le scandale des commandites. Ouais, là-dessus, en termes de montant, j'ai vu que le Parti québécois établissait un montant à l'inférieur pour le scandale des commandites, mais si tu comptes tout ce qui a été couvert par les commandites comme octroi de contrat, sincèrement, t'es même pas dans le même ordre de grandeur. Et je suis pas en train de minimiser, là, 1,5 milliard pour SACLIC, c'est énorme, gigantesque. Je veux dire, l'ensemble des contrats octroyés par les ministères, les transports et autres, et les municipalités et les villes, Laval, Montréal, aux commandites, excusez-moi, là, c'était d'un autre ordre. Parce que dans le cas de SACLIC, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres dans les derniers jours, c'est le rapport de la vérificatrice générale qui parlait justement, de montants d'argent, les coûts qui ont explosé, au-delà de 500 millions de dépassement de coûts. On est à 1,1 milliard de dollars pour une plateforme qui a connu toutes sortes de ratés. On aurait caché de l'information également au ministre. Alors, pour l'instant, ce qu'il y a sur la table au niveau du gouvernement, c'est 2 enquêtes qui font suite à celle de la vérificatrice générale. Une suggérée par la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, à l'UPAC, et l'autre réclamée par Sonia Lebel, la présidente du Conseil du Trésor, à l'Autorité des marchés publics. Mais c'était, je vous dis, là, explosif à l'Assemblée nationale hier. Voici d'ailleurs, on vous a préparé un petit montage des meilleures déclarations. Coup sur coup, vous entendrez Paul Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois, Marc Tanguay des libéraux, Arun Boisy de Québec solidaire et François Legault. C'est quoi l'utilité de caviarder quelque chose d'aussi important pour comprendre ce qui s'est passé dans SACLIC? Il est là le cœur du problème, voilà. De l'irresponsabilité ministérielle. Réponse du gouvernement? Quoi? Un dépassement? Oh, j'aurais jamais cru. On m'a menti. La vérificatrice générale a eu droit à toute l'information, incluant les procès-verbaux non caviardés, et elle a conclu que le gouvernement n'a pas eu l'information. Ouais, et ça, là-dessus, plusieurs ont repris. Elle n'a pas conclu ça, la vérificatrice générale. Elle n'a pas conclu l'inverse non plus. Elle ne s'est pas penchée sur le politique. C'était pas dans son mandat. Elle ne s'est pas penchée sur le politique, ce qui amène l'opposition à demander justement une commission d'enquête pour voir la responsabilité politique. Ceci dit, il y a Le Devoir ce matin, dont une journaliste a passé beaucoup de temps avec un ancien vice-président qui, lui, un ancien vice-président aux affaires informatiques de la SAAC, qui, lui, voit son nom traîner dans la boue ces jours-ci et qui veut donner sa version des faits dans Le Devoir. Et cette entrevue-là risque de faire mal, notamment à Éric Kerr, qui a été montré du doigt, qui essaie de se défendre. Donc, c'est la correspondante parlementaire du Devoir, Marie-Michel Sioui, qui a mené une entrevue de 4 heures. Avec qui? Avec Carl Malenfant, qui, lui, était le responsable de la transformation numérique à la Société de l'assurance automobile du Québec. Je vous lis quelques passages de l'article. M. Malenfant dit n'avoir jamais caché d'informations. Il montre du doigt Éric Kerr, le ministre de la cybersécurité, essentiellement, lui, qui est à la retraite maintenant, un fonctionnaire retraité. C'est pour ça qu'il parle. Parce que s'il était placé ailleurs dans le gouvernement, il serait tenu au silence. Dit parler aujourd'hui pour l'ensemble de ses équipiers à la SAAC. Lui, il est visé sans être nommé dans le rapport de la vérificatrice générale. Elle avait conclu que ses équipes et lui auraient caché des informations sur l'explosion des coûts et sur les risques du virage numérique. Ce à quoi il répond, jamais de toute ma carrière, je n'ai caché de l'information. Il dit avoir rencontré les équipes de la vérificatrice générale pendant 3 jours. Comprend pas pourquoi la version des faits qu'il livre, document à l'appui, n'est pas dans le rapport. Il dit aussi que les VP, les vice-présidents de la SAAC, se rencontraient à chaque vendredi pour suivre la progression du projet SACLIC. Toutes les 6 semaines à peu près, une rencontre qui était organisée aussi avec le conseil d'administration. Il affirme aussi avoir rencontré le ministre Kerr à plusieurs reprises. Je rappelle que le ministre Kerr, lui, dit « J'étais dans le noir, je n'étais pas tenu au courant ». Lui, selon lui, le bug, et ce qu'il dit correspond à des choses qu'on avait déjà entendues. Il dit le bug,
il y a le SAC-CLIC, mais pour rentrer dans SAC-CLIC, c'est l'authentification gouvernementale. Tout le système d'authentification, de reconnaissance de ta personne. Le SAC. C'est ça. Et le service d'authentification gouvernementale, lui, M. Malenfant, dit, nous, la SAC, on devait être le 6e joueur. C'est le 6e acteur gouvernemental qui passe. Appelons ça une clé, le SAC, le service d'authentification. On devait être la 6e porte que tu allais ouvrir avec cette clé-là. Puis finalement, le gouvernement a changé d'idée. On est devenu la première. Ce qui voulait dire que SAC-CLIC, ça a été un des problèmes au début. SAC-CLIC, c'est bien beau, tu as un nouveau système informatique, une nouvelle interface pour les citoyens, mais tu pouvais pas rentrer dedans sans ton authentification gouvernementantale. Et lui, il dit ça a été au cœur du bug, mais ça, c'est pas notre décision. C'est le gouvernement qui a décidé, tu comprends, de nous mettre cette serrure-là. Nous, on a mis en place la maison, mais c'est le gouvernement qui a décidé de la serrure. Et là, il nous a imposé d'être les premiers, donc on est devenus, nous, les cobayes du nouveau système d'authentification gouvernementale. Et là-dessus, il y a une réflexion à avoir, parce que si tu mets en place un nouveau système d'authentification, à mon avis, tu devrais le mettre avec un programme, je sais pas, un programme qui s'adresse aux familles, aux gens qui ont... Donc, des enfants, mais où c'est pas tout le monde qui a... Tu sais, je veux dire, des choses où c'est, mettons, c'est 5% de la population, 10% de la population, de telle sorte que si les gens ont des problèmes à s'authentifier, tu vas pouvoir les aider. Mais en allant avec la SAC, c'est grand public. C'est presque 100% de la population. Presque tout le monde a un permis de conduire. Alors là, tu t'adresses à quelque chose, c'est des millions d'utilisateurs. Alors, si tu as des bugs, c'est des bugs qui sont tellement gros, tellement larges que tu crées le fouillis. Et de surcroît, tu as été fermé pendant 3 semaines. C'est ce que la SAC a fait. Tu as le rattrapage. Donc, tu as ce qu'on appelle le backlog en anglais. Exactement. Donc, tu as un service qui touche 6 millions, là, tout le monde presque dans la population, et 3 semaines de retard parce que tu étais fermé. Fait que, tu sais, peut-être que ça prendra des enquêtes plus précises, mais minimalement, il y a des risques qui ont été pris, là, des erreurs de jugement sur le danger de bousiller un service à la population. Bon, c'était le deuxième débat en anglais, beaucoup plus à l'aise, les 4 candidats à la chefferie du Parti libéral. Je passe à la confesse. J'ai zappé avec le hockey. Non, on est ici pour dire la vérité à nos auditeurs. Là. J'ai regardé le débat, de bons extraits, mais j'ai zappé avec l'excellent match du Canadien. Sais-tu quoi? Je pense que t'es pas le seul. Tu penses pas que le reste de la population écoutait ça à 100%? Bon, alors, si vous ne l'avez pas écouté à 100%, on va vous le résumer essentiellement. Bon, c'était les mêmes thèmes que la veille et Donald Trump a occupé une très grande partie. Même les mêmes phrases, Alexandre. C'est une des choses qui m'a démotivé. Oui. Monsieur Carney, entre autres, là, je reconnaissais des phrases en français. Moi aussi. Mot à mot. Là, il redisait mot à mot la même chose dans l'autre langue. Le Canada ne deviendra jamais. Oui, exactement. Toi aussi, t'as connu ça. Mais moi aussi, j'ai zappé. mais essentiellement, tu sais, on parlait beaucoup de l'occasion de Chrystia Freeland dans ces 2 débats-là, de peut-être essayer de se démarquer, d'attaquer M. Carney. C'est pas ce à quoi on a assisté hier. Les 4, que ce soit, bon, M. Carney, Mme Freeland, Karina Gould ou encore Frank Baylis, il y a des similitudes là, dans les positions. Freeland a quand même concentré ses attaques sur le président Trump, mais Mme Gould s'est permis des petites flèches. Là. S'il y en a une qui a gagné hier soir, c'est elle. Elle s'est clairement démarquée, c'est-à-dire qu'elle a... Exemple je vais prendre l'exemple de la taxe carbone, mais c'est vrai. Elle dit, moi, je la maintiens. C'est la politique libérale. On est fiers de... On la sent plus à gauche aussi, Mme Gould. Puis plus accroché au bilan, en voulant dire... Pierre Poilievre a détruit notre image. Pierre Poilievre a détruit Justin Trudeau. C'est pas si pire ce qu'on a fait. C'est défendable. On avait les bonnes valeurs. Puis moi, je m'en tiens à ça. Puis la taxe carbone, je vais la maintenir. Et son sous-entendu, elle attaque les autres en disant, ben, vous vous êtes fait convaincre par Poilievre. Poilievre a tellement martelé que c'est pas bon la taxe carbone que vous avez cédé à ça. Donc, manque de conviction, manque de tonus. Moi, j'ai trouvé qu'elle, écoute, si j'étais un libéral, elle a pu faire changer quelqu'un d'idée. Mm-hmm. À mon avis, les autres, il n'y a rien qui a pu faire changer quelqu'un d'idée. Carney est en avance, reste en avance, mais elle aurait pu secouer un libéral qui dise, ben, tabarouette, elle a raison, puis elle a du front, puis elle a du... Je suis pas nécessairement d'accord sur le fond avec ses positions, mais ça démontrait de la colonne, là. Oui, elle a aussi demandé à M. Carney, ben, vous êtes prêt à sacrifier quoi, là, quand vous allez négocier avec M. Trump? M. Carney a dit, ben, faut pas dévoiler nos cartes lorsqu'on négocie. Je vous fais entendre un montage, donc, des 4 candidats. Je vous traduirai après l'essentiel de leurs propos.
Our economy over the last 5 years has been driven by a big increase in the labor force, which was largely because of a surge in immigration. That the increase in capital gains was a very bad idea because it goes against what we want. I'm not going to talk down Canada. I am only ever going to be a champion for this country. We need to be really careful not to repeat conservative talking points. Canada most definitely is not broken. We are a strong, resilient country. Alors, Madame Freeland qui rappelait qu'il ne faut pas là, répéter les slogans conservateurs. Le Canada n'est pas brisé. Par contre, les deux premiers, Carney et Bayliss, ils démolissent le bilan économique de Trudeau. Ah oui, M. Carney montre du doigt notamment l'immigration pour les problèmes vécus. Puis c'est la seule source de croissance. C'est-à-dire que le reste de l'économie est à terre. Mm-hmm. Alors, c'est ça. Alors, c'est prochaine étape à partir d'aujourd'hui. Là, c'est le vote qui commence. Ça va nous amener jusqu'au 9 mars. Le 9 mars, où on connaîtra l'identité du successeur ou de la successeur à Justin Trudeau. Et il y a la firme de sondage Main Street qui se risque, parce que c'est toujours un exercice risqué de dire les libéraux, ceux qui ont le droit de vote, comment pourraient-ils voter? Et sincèrement, ils nous présentent. Et là, je vous le dis, moi, je prends ça avec des grosses pincettes, mais un portrait beaucoup plus serré que tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Oui, selon Main Street Research, donc Mark Carney obtiendrait 43% des appuis chez les libéraux, 31% pour Mme Freeland. Donc 43-31, c'est là qu'on pense peut-être que l'écart aurait été un peu plus grand. Moi, je vois plus 60-20. Oui, mais regarde, c'est au pif, là. Peut-être que je me trompe totalement, là. Oui, dans le cas de Karina Gould, elle récolterait, selon ce sondage, le 16%. Et c'est quand même... dans des circonstances énormes. Ah, tout à fait. Alors que Frank Bayliss, là, un 3% seulement auprès de l'électorat libéral. Restons dans les sondages. Lorsqu'on parle de manière un peu plus générale de la remontée historique du Parti libéral du Canada en l'espace de quelques semaines, selon un dernier sondage Ipsos, celui-là, pour la toute première fois, les conservateurs, depuis des mois, sont relégués au deuxième rang, Mario. Les libéraux obtiendraient 38% des appuis. C'est une hausse de 10 comparativement au dernier coup de sonde d'Ipsos le 6 février dernier. 2 points devant les conservateurs de Pierre Poilievre, 36%. Dans le cas des conservateurs, c'est une baisse de 5 points. Le NPD et le Bloc aussi dégringolent. Oui, ça, le NPD et le Bloc. Dans le cas des conservateurs, tu as peur de perdre le pouvoir. Dans le cas du Bloc et du NPD, tu peux avoir peur d'encore pire. Là. C'est vraiment... l'arrivée de Mark Carney semble vraiment dévisser ces partis-là. Bon, il y aurait potentiellement une entente entre les États-Unis et l'Ukraine, une entente à la fois sur les minéraux précieux, les minéraux rares, que l'Ukraine fournirait, mais en échange d'une défense des États-Unis, au point où peut-être que M. Zelensky sera à Washington à la fin de la semaine. Oui, pour la signer vendredi, là. C'est du moins ce qu'a indiqué le président Trump. Oh, mais c'est un dictateur. Il y a 6 jours, M. Trump disait que c'est un dictateur. Il va pas signer une entente avec un dictateur. Trump a toujours raison. C'est pour se souvenir de la casquette. Pour se souvenir de la casquette. T'as absolument raison, Stéphanie. Stéphanie a toujours raison aussi. On va t'en faire une. Le président américain demandait à l'Ukraine de lui donner accès à ses ressources minières pour compenser, si vous voulez, les milliards d'aides versées par l'administration Biden au fil des ans pour défendre l'Ukraine contre la Russie. Mais là, ça serait pas... C'est-à-dire, ça, c'était la version initiale pour compenser le passé. Là, ce que je comprends, c'est qu'il y aurait co-investissement. Donc, les États-Unis investiraient avec l'Ukraine et il y aurait partage des bénéfices. Donc, une espèce d'entente là, qui serait... c'est quelque chose qui serait correct, en tout cas plus correct pour l'Ukraine. Plusieurs experts ont dit, une des choses, les minéraux critiques, là, ces mines-là, ces gisements-là, sont tout près de la zone que contrôlent les Russes. Exact. Alors, pour le président Zelensky, tu dis, OK, si je co-investis avec des entreprises américaines là, jamais s'il y a une garantie que je peux avoir qu'ils ne laisseront pas les Russes avancer davantage, c'est celle-là. Là. Ben, tout à fait. Alors, stratégiquement, c'est brillant, c'est clair. Alors, il y a comme deux volets à cet accord-là. Et à surveiller aujourd'hui, c'est l'Union européenne qui se réunit en visioconférence pour une rencontre là, avec comme objet, bien sûr, l'Ukraine, après la visite du président français Emmanuel Macron à Washington lundi. Mais si je regarde ça d'un point de vue canadien, parce que nous aussi, on en a des minéraux critiques, là, des minéraux de cette envergure-là. Puis nous, on est un pays, on n'est pas en guerre. On présume que si on vend des minéraux à un pays, on va les vendre au vrai prix. On comprend que dans ce deal-là, Trump les obtient à rabais, parce qu'il négocie avec un pays qui est en guerre, qui a besoin de protection, qui est dans le trouble. Et c'est un peu la réflexion que je me passais hier. Je me disais, dans le fond, le Trump, c'est comme il faisait en affaires.
la base de tout, c'est qu'il veut jamais payer le vrai prix. C'est-à-dire que s'il y avait un petit magasin dans son village, là, il l'encouragerait pas, il achèterait pas. Sauf, si et seulement si, il y a des photos du commerçant du village qui trompait sa femme. Et là, il va aller le voir, il va lui montrer les photos, il va dire, regarde, si tu me fais pas toute la marchandise à moitié prix, je vais aller montrer les photos à ta conjointe. Tu comprends? Dans le fond, c'est le séraphin du village. Ouais. Et que là, s'il peut le faire chanter, puis obtenir les affaires à moitié du prix, il va y aller. Là, on va faire du commerce. Mais au prix régulier, du commerce normal, au prix normal, pas trop intéressé. Parce que tu regardes toute son histoire de tarifs, puis ce qu'il est en train de faire avec l'Ukraine, puis tu dis, c'est un peu ça, là. Du commerce normal avec des pays alliés, des pays amis, mais où tu commerces. C'est commercer, c'est commercer. On te fait un prix, ce qu'on appelle le juste prix, puis tu payes le juste prix. Ça, non. Payer le juste prix, c'est pas dans ses... Ça n'a pas l'air d'être dans ses cartons. Tu nous fais un retour sur ces voyageurs au Mexique là, qui en bavent un coup. Oui, c'est les voyageurs qui ont séjourné ces derniers jours à l'hôtel Sandos Playacar à Playa del Carmen au Mexique. Et là, on a entendu dans la journée d'hier plusieurs récits, plusieurs témoignages de gens qui vraiment ont été malades plus que jamais dans leur vie. Moi, j'ai parlé à un monsieur hier à LCN, lui était malade 5 jours, sa conjointe 3 jours, et qui m'a confirmé l'histoire dont on parlait hier matin. Il n'y avait pas d'eau. Mais t'as peu, là. À un moment donné, il n'y avait pas d'eau courante dans les toilettes pour flusher, là. Alors, t'imagines, hein? Pendant que t'étais à gastro. Et à un point, il n'y avait pas d'eau potable pour boire. Puis là, on leur fournissait potentiellement des pichets d'eau. Mais comme ils avaient perdu confiance en l'hôtel, ils voulaient de l'eau en bouteille. À 10 piastres US par bouteille. Alors, ça fait aucun sens. Puis là, on te dit, faut t'hydrater, on t'encourage. L'important, c'est de s'hydrater. Et là, il faut s'hydrater à 14, mettons en canadien, à 14 piastres la bouteille. Là. Ça vient cher. Et là, on attendait un peu la réponse aussi des transporteurs aériens. Parce qu'ils amènent des nouveaux voyageurs à cet hôtel-là tous les matins. Là. Ils doivent être un peu nerveux, les nouveaux voyageurs. En tout cas, moi, je me connais. Moi, je serais vraiment, vraiment très nerveux. Mais qu'est-ce que tu ferais? T'as payé, c'est ton voyage, t'as tout inclus, tout est payé, un forfait. Tu l'annules-tu et tu perds tout ton argent? Ben, moi, je pense que ça va m'inciter de plus en plus à prendre des assurances annulation. Honnêtement, la réflection que j'avais... Je t'ai senti réfléchir en profondeur. Oui. Là. Non, mais c'est un produit que j'achetais pas nécessairement. Là, avec ce qui est arrivé, on dirait que j'aurais pas envie là, de partir. Ça, tu irais pas, là. Ben, si je pouvais me sortir de ça, c'est sûr que j'irais pas. Et là, Air Transat, parce qu'on a essayé de rejoindre Air Transat pour les avoir en entrevue. Ce qu'on nous répond par écrit. Toujours pratique de répondre par écrit. Transat surveille attentivement la situation et demeure en communication constante avec le partenaire hôtelier concerné. La santé et la sécurité de nos voyageurs demeurant notre priorité absolue. Nous avons confiance en l'établissement et les mesures rigoureuses mises en place récemment afin d'offrir un environnement sécuritaire pour l'ensemble des invités. Il envoie des gens quand même. Ben oui, les mesures rigoureuses mettent en place un environnement sécuritaire, sont toutes malades. Mais probablement que la personne qui a écrit ça n'est pas donc à l'hôtel. Peut-être en télétravail. Ouais. C'est mon hypothèse. Ouais, et là, il y a eu toutes sortes de... On s'est un peu lancé la balle, là. C'est-à-dire que selon le récit qu'on pouvait lire, l'hôtel disait, ah ben là, c'est les touristes qui ont amené ça, le virus. Après ça, là, les employés de l'hôtel disaient, peut-être quelque chose qui court là, dans le secteur. Il y a la possibilité aussi, puis ça avait été soulevé par les autorités. La santé publique mexicaine dit, il y a peut-être eu un empoisonnement alimentaire en raison de la nourriture avariée ou mal apprêtée. D'ailleurs, le buffet, à la suite de ces événements-là, a été fermé pendant 5 jours au moins. Moi, te dire dans le Sud à quel point j'haïs les buffets. Là. Je déteste ça. J'ai toujours jailli ça. J'haïssais ça avant la pandémie. Est-ce que tu mets des gants de plastique pour prendre la même cuillère? Parce que, tu sais, pour prendre le riz ou prendre le poulet, tout le monde prend la même cuillère. Là. Honnêtement, c'est ma hantise. Mais je me promène avec une bouteille de Purell. Honnêtement, je m'en irrite. J'ai des dermatites aux mains dans le Sud tellement que je me lave les mains souvent. Mais tout ça pour dire que 300 personnes qui auraient été malades. Il y en a qui ont été hospitalisées aussi. Non, c'est grave. Là, c'est très grave ce qui est arrivé. Là. Ouais. Oui. Non, c'est pour ça que j'avais vraiment une pensée pour les gens. Dis, garde, mettons, tu pars aujourd'hui. Là. C'est ton voyage, tu l'as payé, t'en rêves. Puis là, tu vois ça dans les nouvelles ces derniers jours. Puis là, tu pars aujourd'hui. Est-ce que tu pars? Ben oui, puis parce que les voyagistes, eux autres, c'est comme... on part, on vous emmène à cet hôtel-là. Et juste la fin, la dernière phrase, là, les annulations demeurent soumises aux conditions habituelles. Donc, il n'y a aucun élargissement des annulations qui est offert par Air Transat. Si tu n'as pas d'assurance annulation, ou tu peux faire ce qu'une famille a fait, mais encore faut-il que tu aies les moyens. Il y a une famille, j'entendais le témoignage, une famille qui était là, à cet hôtel-là, n'ont pas été malades. Mais là, à un moment donné, c'est à chaque jour, tu dis... OK, je n'allais pas été aujourd'hui.
C'est pas des belles vacances. Eux ont décidé de partir puis ont payé des milliers de dollars de plus là, pour aller dans un autre hôtel. De leur poche. Oui, c'est ça. Okay, la chambre était restée vide, payée mais vide à cet endroit-là, puis ils s'en payent une autre. C'est ça, ils sont partis. Parlant de voyage, il y a un artiste québécois qui a vécu une mésaventure. Oui, ben en fait, je trouve même que ça fait suite à, en fin de semaine dernière, vous avez sûrement vu ça, là, 3 musiciens québécois qui étaient partis en tournée au Canada. Bon, ils ont été expulsés de WestJet. On a endommagé leur trombone aussi qui devait être au départ en cabine. Finalement, on l'a retiré pour l'envoyer en soute et on l'a vraiment endommagé. Mais oui, encore une histoire du même genre. Cette fois-ci, c'est le chanteur du groupe montréalais de Franklin Electric. Sa guitare a été complètement détruite. On parle d'une guitare Gibson d'une valeur autour de 7 000 $. Il faisait un vol entre le Mexique et la Californie, puis c'était la première fois qu'il ne voyageait pas avec sa guitare avec lui dans la cabine. Exact. Donc, il s'est fait convaincre par la compagnie aérienne mexicaine de l'enregistrer gratuitement. Et comme il y avait un étui rigide, à la TV, on voit les images, là, tout le fond est arraché, fendu. Complètement. Non. Puis là, en fait, ce qu'il dit, c'est que c'est juste rendu une fois à la maison qui a découvert le tout parce que, bon, il a ouvert son étui et c'est là qu'il a vu l'état de la guitare. Donc, il dit que ça a dû être un très, très, très gros poids, un gros impact pour endommager autant que ça la guitare qui, finalement, est perte totale. Heureusement, lui, il a des assurances, mais il a quand même contacté la compagnie aérienne. On lui a offert 1000 pesos, l'équivalent de 60 $ canadiens. Je rappelle que c'est une guitare d'une valeur de 7 000. Donc, on est un petit peu déçus à ce niveau-là, mais c'est juste qu'à un moment donné, tu sais, voyager, ça coûte de plus en plus cher. Là, on est rendu qu'on nous charge les bagages en cabine et tout ça. Un objet précieux, là, une guitare ou un objet précieux dans la soute à bagages, j'avoue que je serais aussi nerveux que Alex quand il prend la cuillère de l'autre dans le buffet, là. Dans le sens qu'on voit comment ils bardassent les bagages. Moi, j'en ai vu des valises. Tu sais, des valises quand même solides qui te sortent de là, craquées, des morceaux arrachés. Tu dis, écoute, ils se font bardasser. Là. Des valises, à la limite, je peux comprendre. Mais là, je veux dire, c'est un étui en forme de guitare. On sait très bien qu'il y a une guitare à l'intérieur. C'est pas possible de peut-être juste... D'après moi, le cœur... Délicate, attention, d'après moi, le cœur t'affaiblirait si tu voyais la façon dont ils ont été trimballés. Et au sport, le Canadien, pas plus que gagné. Oui, blanchi les Hurricanes de Caroline, 4-0 hier soir au Centre Bell. Début de Juraj Slavkovski qui a joué fâché encore hier. On donne les résultats. Patrick Laine sur une déviation. Nick Suzuki et Lane Hudson. Maintenant, le blanchissage va au dossier de Samuel Montembeault. Je vous parlais de Lane Hudson. Mène une lutte vraiment très, très, très serrée avec Celebrini des Sharks de San Jose pour le titre de joueur recru de l'année. Ça tombe bien, les Sharks. Prochain adversaire du Canadien ce jeudi au Centre Bell. Ouais. En rappelant quand même que Hudson est un défenseur. Hudson est un défenseur, Celebrini est un attaquant. Et quand on regarde la course aux séries, le Canadien est 12e ce matin avec 59 points. Les Blue Jackets occupent maintenant le 8e rang avec 64 points. Ouais, on ne s'est pas vraiment rapproché. On gagne 2 matchs, mais on ne s'est pas rapproché parce qu'il y a toujours d'autres équipes qui gagnent aussi. C'est un peu un rappel que c'est pas mathématiquement très, très, très difficile là, d'entrer en série pour le Canadien. En fait, il faudrait quasiment pas perdre d'ici la fin de l'année.